On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on va vous parler de posture mentale, comment on peut s'aider à aller trouver des trucs. Il y a un livre sur le sujet avec une auteure qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de la famille Baillargeon, très connue dans le monde des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient d'accorder un don très important à la Fondation Santé, surtout pour le volet santé mentale. Vous savez que la Fondation Santé au Richelieu-Rouville mène depuis quelque temps une campagne importante, majeure, au bénéfice principalement du département de psychiatrie, de santé mentale, pour le bénéfice du CIS de la Montérégie-Centre, mais principalement l'hôpital du Haut-Richelieu. Il y a eu plusieurs campagnes, événements qui ont été dédiés spécifiquement à cette campagne. Et là, il y a un premier don majeur qui vient de tomber. Alors, on est dans la philanthropie. C'est une famille, la famille Baillargeon, qui est bien connue dans le monde des affaires à Saint-Jean, qui va nous expliquer la raison pour laquelle on a accordé donc ce don de 150 000 $. On en discute avec Pascal Baillargeon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, expliquez-nous tout d'abord dans quel contexte vous avez probablement été interpellé, mais ultimement, vous avez décidé de faire le geste. Pourquoi? Écoutez, on a toujours été près de la Fondation Santé. Je pense que pour les gens qui ne le savent pas, mon père a fait partie des gens qui ont fondé la Fondation Santé. Et puis, moi et mon frère, on a toujours voulu aussi s'impliquer depuis, dans le temps, le comité de survie pour l'hôpital. Moi, j'ai été impliquée. Mon frère a été impliqué sur la C3S et puis par de sa formation en santé de pharmacien, mon frère. Donc, pour nous, la santé, c'est au cœur de l'être humain. Puis pour nous, je pense que ces valeurs-là, dans la famille, nous ont été transmises depuis mon grand-père. Que, tu sais, ton milieu dans lequel tu vis, c'est l'humain qui est le plus important, puis c'est ce qui fait que la vie en société vaut la peine d'être vécue. Et, à la base de l'humain, je pense que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important comme moteur pour tout le monde. Donc, il y a un réel, disons, attachement entre la famille Baillargeon et la santé, mais la Fondation Santé aussi, depuis sa fondation dans les années 80. Là, on est en 2022. Il y a une campagne particulière dédiée au volet de la santé mentale à la Fondation Santé. De ce que je comprends, vous êtes davantage, disons, touché par cet enjeu-là? Oui, on a voulu partager ça, notre volonté de faire quelque chose pour aider les gens qui souffrent de difficultés de santé mentale, de problèmes liés à la santé mentale. Premièrement, parce que de ce temps-ci, là, avec le contexte de la pandémie, je pense que c'est un domaine de la santé qui a besoin d'attention, qui a besoin d'attention de la part du gouvernement, mais qui a besoin aussi de financement. Et c'est pas un domaine, c'est un peu tabou. Des fois, ça s'améliore beaucoup, par exemple, depuis que les gens osent parler des problèmes de santé mentale et des gens qui ont réussi dans leur vie, qui ont du succès, mais qui acceptent de partager que c'est pas parce que tu as vécu des problèmes de santé mentale que tu ne peux pas très bien réussir dans la vie. Et je pense que ce que nous, on voulait, c'est de partager un peu ce que nous avons vécu, parce que je pense que les gens qui nous connaissent dans la communauté trouvent qu'on a une entreprise qui est en affaires depuis plus de 80 ans et que donc tout va très bien. Mais au niveau de la famille en tant que telle, on a accepté de dire que la santé mentale, on a vécu des défis, puis je vais parler de mon expérience personnelle. Moi-même, j'ai vécu des épisodes de dépression assez sévères et puis des problèmes d'anxiété, sur lesquels je pense que c'est un travail d'une vie d'essayer de trouver des solutions à ça. Mais je pense que l'aide est nécessaire. Souvent, on ne peut pas trouver les solutions par soi-même. On doit être bien entouré, avoir des professionnels qui nous accompagnent, avoir toutes sortes de ressources. Et je pense que les ressources que la Fondation Santé peut aider à avoir, tant au niveau de l'aménagement des lieux pour la remise en santé des gens qui doivent avoir accès à des soins à l'hôpital, c'est des choses importantes là, dans notre communauté. Donc, vous posez le geste d'aider financièrement, oui, mais vous posez le geste aussi d'en parler publiquement sur cette chaise. Pourquoi? Parce que... encore une fois, je pense que quand on laisse aller un espèce de sentiment de honte ou un espèce de sentiment de ne pas vouloir
dévoiler une certaine vulnérabilité ou ce qui est considéré des fois encore dans la société comme une vulnérabilité, ça n'aide pas à passer au travers de ces défis. Je pense qu'il faut pouvoir, comme je disais, le partager, il faut pouvoir en parler. C'est pas pour rien que la psychothérapie existe aussi. Et j'espère que les gens vont se sentir plus à l'aise, entre autres dans notre communauté, nos employés. On sait que la pandémie a été difficile et comme nous, on est ouverts en tant que famille sur le sujet, bien, on espère que nos employés aussi soient ouverts quand ils ont des besoins à partager ça puis à demander de l'aide s'ils en ont besoin. Est-ce que ça fait du bien d'en parler? Ça fait du bien d'en parler quand on est en crise, effectivement, de façon définitive. Et c'est pour ça que je souhaite que les gens puissent se sentir à l'aise d'en parler avec leurs employeurs, d'en parler avec leurs proches, mais surtout aussi d'en parler avec des professionnels. Et c'est justement pour ça que il faut aussi que cette profession-là soit valorisée. Moi, je regarde, j'ai certaines de mes enfants qui s'intéressent peut-être à s'en aller dans le domaine de la santé mentale pour pouvoir aider des gens avec des expériences vécues. Donc, je crois que la partie non seulement financière, mais la partie aussi de toutes sortes de gestes en termes... tu sais, nous, on souhaite, de par notre communication, faire en sorte qu'on puisse intéresser d'autres gens à faire ce qu'ils peuvent. C'est pas juste financièrement. Des fois, c'est du bénévolat. Des fois, c'est de l'écoute. C'est des proches aidants. Les proches aidants qui sont très importants pour soutenir les membres de leur famille qui ont des difficultés. Puis eux-mêmes, ces proches aidants-là, des fois, ont besoin de soutien de d'autres membres de la communauté parce que c'est épuisant aussi quand tu as des gens à soutenir. Mais votre propre intervention aussi fait en sorte qu'on brise à nouveau les tabous parce que ça demeure un sujet encore un peu tabou. Il l'est moins, et tant mieux, mais avec des témoignages de personnalités publiques ou connues ou du monde des affaires, c'est avec des témoignages comme le vôtre qu'on fait avancer la cause. C'est ce que l'on souhaite. Et puis, il y a des gens de la région qui ont déjà aussi partagé des choses, qui ont des carrières intéressantes, qui ont des belles vies. Donc, moi, c'est juste une voie de plus pour essayer d'encourager les gens à ne pas avoir honte de parler. C'est la preuve ultime que la santé, en fait, les ennuis de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, il n'y a pas de discrimination. Je veux dire, tout le monde peut être atteint de près ou de loin. On a beau avoir une position enviable, avoir une belle entreprise, mais ça reste qu'on est tous des humains et potentiellement, on peut avoir des ennuis, peu importe notre situation dans la vie. Hein. Effectivement. Puis, c'est ça, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide parce que trop souvent, il y a des choses qui se terminent mal. Encore ce week-end, j'ai eu... une de mes connaissances qui n'est pas dans la région ici, dont l'enfant s'est enlevé la vie. Et c'est des choses qui pourraient possiblement être évitées si les gens pouvaient communiquer davantage leur détresse. Donc, moi, je souhaite vraiment que... et c'est un mal qui n'est pas facilement palpable. C'est pour ça que c'est difficile pour les gens de reconnaître. Hein? Souvent, les gens vont dire, bien, donne-toi donc un petit peu d'effort, relève-toi les manches. La phrase classique, là, écoute, arrête de t'écouter ou quelque chose comme ça. Exactement. Mais c'est pas toujours aussi simple, pas si simple que ça. Puis, il faut le savoir parce que moi, les gens qui me connaissent savent que je suis une personne déterminée, persévérante. Mais parfois, on n'y arrive juste pas. Là, est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais? Bon, oui, je m'en vais en arrêt de travail, ça va. Mais tu sais, de là à le dire publiquement ici, mais de le dire à ses employés, parce qu'on se dit, ouais, bien là, moi, je suis chef d'entreprise, il faut que je sois forte, c'est moi qui dirige l'entreprise. Est-ce qu'il y a ce combat-là entre dire, bien là, ma position dans la vie fait que je ne peux pas me permettre d'avoir une dépression, là? Mais je pense que la beauté de la chose, c'est que justement, les vedettes, les joueurs de hockey, ont démontré qu'il est possible de continuer sa carrière puis d'avoir du respect malgré le fait qu'on parle de ces choses-là. Je pense que la société est beaucoup plus ouverte aujourd'hui. On voit nos jeunes qui sont beaucoup plus dans l'acceptation de toutes les différences, de toutes les choses qui font en sorte que nous sommes qui nous sommes. Donc, oui, il faut être fort en termes de chef d'entreprise. Puis je pense que moi, j'ai la chance, on a la chance d'avoir une équipe, c'est comme n'importe quelle équipe de hockey, où on peut compter les uns sur les autres quand il y a des moments plus difficiles. Alors, ce n'est pas toujours qu'à
une personne ou à une autre d'être en avant, puis de transporter les gens, puis de donner l'énergie. Des fois, on a besoin de se relayer, de se passer le relais. Puis ça, c'est la beauté d'avoir une équipe. Alors, je pense que c'est possible, quand on s'entoure bien, de pouvoir admettre certaines vulnérabilités. Puis quand on est humain, puis quand les gens nous connaissent, ils savent que malgré tout, on est quand même capable de garder le focus, puis de persévérer, puis d'entraîner l'équipe. Je disais tantôt, ça fait du bien d'en parler, mais ça fait du bien d'aider aussi. Bon, dans une communauté, c'est important que les gens se mobilisent, que les gens d'affaires supportent des organismes comme celui de la Fondation Santé quand on a le moyen de le faire, et tant mieux. Est-ce que pour vous, vous avez vraiment l'impression que ce geste-là, ce don de 150 000 à la campagne Bâtir ensemble, va vraiment faire une réelle différence dans nos services pour la santé mentale à l'hôpital du Richelieu? Bien, je pense que, oui, effectivement, je pense que c'est un montant quand même intéressant, mais il y a beaucoup de besoins, comme vous le savez, et heureusement que le gouvernement est là, mais malheureusement, les besoins sont là à tous égards de ce temps-ci, surtout avec le contexte de la pandémie. Donc, je pense que chacun doit faire ce qu'il peut à sa mesure. Ouais. Donc, chacun peut faire ce qu'il peut, soit financièrement, même un modeste don à la Fondation, avec la quantité de gens qui bénéficient des services de la Fondation, ça donne un effet de levier, puis on peut accomplir des grandes choses. Et puis, c'est la même chose au niveau du bénévolat, c'est la même chose au niveau d'être capable de parler de sujets qui peuvent être difficiles pour des gens. Donc, je pense que chacun, si on a à cœur notre communauté, puis je pense que c'est une marque dans le groupe Baillargeon MSA, puis dans notre, ça fait partie de notre ADN, bâtir pour durer. Ça va avec le slogan de la campagne, bâtir ensemble aussi. Ouais. Bien, je pense que pour bâtir, on ne peut pas le faire seul, mais chacun peut contribuer et doit contribuer à sa façon puis à sa mesure. Juste peut-être pour faire un petit résumé, parce que la Fondation Santé a un objectif de financement de 2,5 millions sur 5 ans. Mais le coût total du projet est de 6 millions. Évidemment, le gouvernement paie la balance. Et juste pour la petite histoire, je ne vous souhaite pas d'y aller, mais si malheureusement vous avez eu à visiter le 4e étage de l'hôpital du Richelieu, l'hôpital date de 71 et ce département-là date à peu près de la même année. Il y a eu récemment des nouveaux investissements, mais bref, c'est un département, disons, qui en a drôlement de besoin. Là. Et puis la population a des besoins accrus en cette période-ci dans ce département-là. Bien, bravo, merci, félicitations donc pour ce don de 150 000, mais merci aussi de cette ouverture à témoigner de sa propre situation. Bref, bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, fraîchement débarqué de l'avion et de l'Arizona. Oui, et du PGA Tour, Étienne Papineau qui est avec nous, notre golfeur joannais. Écoute, tellement une belle entrevue. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de la boîte à souvenirs, mais parlons aussi d'un livre, un livre qui comprend des stratégies, une quinzaine de préparation mentale. Je trouve que c'est intéressant puis c'est utile. Peu importe ce que l'on fait dans la vie, pour des raisons personnelles ou professionnelles, bref, ça prend parfois des trucs pour s'inspirer ou pour nous guider. Et j'ai vu un clip passer sur les médias sociaux il y a quelques jours, quelqu'un que je suis de façon occasionnelle, Josiane Desrochers, qu'on rejoint à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir. Expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est la boîte à souvenirs, puis après ça, évidemment, on parlera du livre.
En fait, la boîte à souvenirs, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. C'est une organisation qui aide les gens et les entreprises à capter, à produire, à transmettre des valeurs, bref, à laisser une trace. Donc, j'aide les gens à faire des livres souvenirs, que ce soit pour les familles ou pour les entreprises, des hommages. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours aussi, où il y a eu certains moments avec, disons, du sport presque, on peut dire quoi, professionnel. Hein? On était là-dedans, là. Oui, bien, en fait, je voulais juste rectifier que moi, c'est Josiane Desroches, Oui. mon Oh. nom. Mais il n'y a pas de souci. J'ai fait le lapsus, désolé. Ouais. Pas de souci. Mais oui, quand je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme Obélix, là, où remplie d'énergie, jeune, j'ai fait de la gymnastique. J'ai fait les Jeux du Québec en gymnastique. Après ça, j'ai fait des championnats de danse à l'international, puis des championnats de fitness aussi, où je suis arrivée 2e au monde. J'ai acquis tout ce bagage-là à force de m'être entraînée, d'avoir une bonne équipe, mais aussi d'avoir acquis des outils de préparation mentale qui m'ont permis de vivre des belles expériences puis d'arriver à gérer toutes mes sphères de vie, autant professionnelles, académiques que sportives en même temps. Et en quoi ce parcours-là nous amène ou nous a produit la Josiane d'aujourd'hui? C'est vraiment ce parcours-là qui est justement toujours la sphère de sport, études et travail. Ça l'amène un bagage d'outils que je porte à tous les jours parce que quand je faisais du sport, bien, très jeune, à la gymnastique, j'avais un coach qui m'a enseigné la visualisation, qui m'a enseigné à ne pas nous prendre au sérieux, mais à faire les choses avec plaisir, mais bien. Versus tomber dans de la performance obsessive. Puis sur le résultat, on était axé à vivre le moment présent. Puis ça, après ça, je l'ai étudié à l'université avec le psychologue des athlètes olympiens, Wayne Halliwell. Donc, il m'a enseigné des outils comme la visualisation, la gestion du stress, contrôler nos contrôlables. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, dans mon quotidien comme entrepreneur, bien, j'ai une confiance, j'ai des outils, puis c'est de la performance à tous les jours. Donc, je me sers de ces outils-là dans mon entreprise. Bon, la préparation mentale, c'est drôle parce que là, on sort à peine des Jeux olympiques où on voit qu'aujourd'hui, nos athlètes, on ne le sait pas beaucoup, mais quand on regarde un peu des reportages, des documentaires, on voit que nos athlètes sont tous équipés maintenant de psychologues et de préparateurs mentaux. Et puis moi, j'ai suivi cet automne la série là, qui a joué à nouveau et Crave là, inspiré de la vie de Marianne Saint-Gelais, mais où on voit comment le préparateur mental est important dans la vie de l'athlète. Parce que là, on est dans un contexte de sport professionnel ou de sport olympique, peu importe. Mais dans la vie de tous les jours, en quoi un préparateur mental peut être utile pour nos vies personnelles ou professionnelles? Bien, ce que je réalise, là, vraiment, un gros morceau, c'est quand on aime tous, bien, beaucoup de gens aiment performer. Puis quand on performe, la ligne peut être mince entre performer d'une façon obsessive, puis focaliser sur les résultats, puis que l'estime de soi peut tomber versus une préparation, une passion harmonieuse où on fait du mieux qu'on peut, on embrasse chaque marche, on fait de notre mieux avec les outils qu'on a de concentration, chaque dossier à chaque jour, notre équilibre de vie, notre gestion du stress. C'est ces outils-là qui, à chaque jour, nous aident à vivre bien, à bien performer, autant dans la profession, dans nos sphères de famille, que dans la vie de tous les jours, là. Et là, parlons du fameux livre, là, dont, de ce que je comprends, il reste encore quelques exemplaires à écouler, mais après ça, quoi, il y en aura probablement plus. Le livre 1, 2, Go, du rêve à la réalité. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre-là en 2015. Je voulais faire le pont entre ma vie de sport de haut niveau, tous les outils que j'avais acquis avec Wayne Halliwell à l'université, puis j'avais appliqué puis testé. Puis j'avais 2 enfants en bas âge à ce moment-là, où je me disais, si jamais il m'arrive quelque chose, bien, moi, c'est ce que je peux leur laisser. J'avais fait cette introspection-là. Alors, j'ai tout mis dans ce livre-là. C'est pour ça que ça fait déjà quelques années puis qu'il ne reste que quelques exemplaires. Il n'est plus en librairie non plus. Si jamais ils sont tous écoulés, bien, peut-être que j'en recréerai un via mon entreprise là, avec plus de photos, plus d'anecdotes, puis à ma sauce d'aujourd'hui. On ne sait pas. Bon, quand on parle d'une quinzaine de stratégies là, disponibles dans ce livre-là, si on en fait un résumé ou quelques exemples, ça peut ressembler à quoi pour que les gens comprennent un peu le type de contenu qu'on y retrouve? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit,
ça part toujours un projet, peu importe ce qu'on a là, comme projet dans notre vie, ça part toujours d'une vision. Fait que je suis partie de la vision là, jusqu'à la réalisation. Puis, j'ai mis les différents outils, stratégies à travers ce processus-là. Donc, la vision, une fois qu'on a notre projet, après ça, il y a la valeur de l'engagement. Donc, des stratégies aussi pour s'engager jusqu'au bout. Donc, d'avoir une équipe de succès, que ce soit des coachs, des amis, des mentors. Ça, c'est important. Fait que c'est des stratégies du succès. Après ça, on a tout ce qui est l'aspect de la confiance en soi. Parce qu'on a bien beau avoir un plan, on a bien beau avoir une équipe, mais après ça nous prend de la confiance. Donc, il y a des outils qui expliquent la confiance en soi, comment on peut la bâtir, comment on peut la retrouver. Il y a des outils de focalisation. Focaliser large, voire plus grand et revenir rapidement à une tâche plus étroite, plus précise. Donc, il y a des stratégies pour faire ces zoom in, zoom out-là. Donc, différentes stratégies comme ça. Ça me fait penser, puis c'est un parallèle que j'utilise souvent comme exemple. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on l'a reçu en entrevue la semaine passée. Il y a un jeune homme de Saint-Jean-sur-Richelieu, Étienne Papineau, là, qui a joué un premier tournoi de la PGA avec les grands golfeurs de ce monde en Arizona. Il a 25 ans d'âge aujourd'hui. Et quand je l'avais reçu en entrevue il y a 5 ans, j'avais demandé naïvement, c'est quoi la différence entre toi et Tiger Woods? Il dit, au final, on est capable de faire les mêmes coups. La seule différence, il dit, moi, quand je fais un mauvais coup, quand je m'en vais au coup suivant, je ne suis pas capable de me l'enlever de la tête. Donc, il dit, dans le cas du golf, il dit, pour être capable de performer, il faut que lorsque le dernier coup est terminé, surtout s'il est mauvais, il ne doit même plus exister dans notre tête, sinon on n'est pas capable d'avancer. C'est un exemple que je donne, mais ça, dans bien des situations dans la vie, ça peut aussi, ça peut s'arrimer, là. Bien, ça l'amène le concept de vivre dans le moment présent. Fait qu'il faut être résilient rapidement. Tu sais, si pendant 1 heure, une rencontre, ça va pas bien avec un client, peu importe, un partenaire, puis que l'heure d'après, tu en as un autre, bien, il faut que tu rechanges ton état d'être, là, puis rapidement. Donc, ça l'amène à être dans le moment présent. Puis, il y a des outils dans le livre, justement, comment faire abstraction du passé, du futur, chose qu'on voit beaucoup les gens se promener entre le futur et le passé et pas être complètement concentrés dans le présent. L'exemple avec, disons, quelqu'un qui travaille dans le monde de la vente. Puis encore là, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup je lève mon chapeau aux gens qui font ça dans la vie parce que, bon, on va appeler, on va cogner à des portes. Puis là, des fois, on va se faire promener. Des fois, les gens ne seront pas gentils avec nous, on va nous rejeter. Mais il y en a, et ça, c'est drôle, quand on parle à des vrais vendeurs, ils vont me dire, moi, quand je me fais dire non, ça me craint encore plus. Bon, tant mieux pour lui. Mais pour d'autres personnes, ça peut être complètement l'inverse, là. Ben oui, puis en même temps, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là, si la personne, elle commence puis qu'elle n'a pas d'expérience, ça se peut qu'elle soit un peu plus stressée, ça se peut qu'elle s'habitue versus l'autre. C'est là où des fois les mentors ou des coachs peuvent venir aider là, dans l'équipe de succès. Mais la personne qui passe par-dessus, elle s'est trouvé des stratégies de dissociation de son émotion, là, puis elle est capable de poursuivre puis de continuer sa mission. Puis elle ne prend pas nécessairement personnellement, mais dans sa mission du travail. Fait qu'il y a plusieurs variables là, qui peuvent être en ligne de compte ici. Là. Mais oui, fait qu'il y a l'aspect de comment on le voit, puis il y a l'aspect de comment l'expérience aussi qu'on prend là-dessus. C'est ça. Mais c'est là où on voit que la préparation mentale, bon, là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être plus connu, plus accessible, peut-être mieux vulgarisé. Peut-être qu'il y a 25, 30, 40, 50 ans, les gens opéraient d'une autre façon, puis ils ne savaient peut-être pas que c'était de la préparation mentale. Mais bref, ça reste que aujourd'hui, c'est un outil dont on ne devrait pas se priver, là. Non, puis en fait, vous avez raison, c'est quand même nouveau parce que même moi, quand j'ai fait certains sports, mon coach était avant-gardiste en gymnastique parce que lui, il s'était fait enseigner par des gens qui avaient été au championnat du monde. Mais il y a encore aujourd'hui plein de coachs qui sont à l'ancienne méthode de psychologie négative, de performance sur les résultats versus toute cette préparation mentale-là d'outils qui devraient être enseignés dès un bas âge, finalement, parce que ce sont des outils de la vie pour mieux gérer puis mieux vivre en bout de piste et mieux performer dans nos vies. Mais il y a encore un petit peu cette génération-là qui propage qu'est-ce qu'ils ont appris, ce qui est correct.
mais on est à installer puis on est à propager ces outils-là le plus possible. Donc, est-ce à dire que la préparation mentale doit s'adapter aux générations et à cette culture des nouvelles générations? Autrement dit, on le voit dans le domaine du hockey, même le nouveau directeur du Canadien qui dit, écoutez, on doit maintenant avoir un entraîneur qui va connecter avec les jeunes. Autrement dit, on ne peut plus parler de la même façon. Même j'ai des amis militaires qui me disent, écoute, on ne peut plus entraîner les recrues militaires comme on le faisait il y a 25-30 ans. Là. Des coups de pied, là, ça ne marche plus. Là. On n'est plus là aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter selon les générations. Là. Et oui, puis en même temps, c'est des connaissances, c'est une science aussi. Hein? Donc, la science de la psychologie du sport a évolué dans les dernières années. Elle a été vulgarisée, elle est rendue dans nos vies. Alors maintenant, il faut la mettre de l'avant dans nos compagnies, dans notre société, dans nos familles, dans le sport. Là. On a les connaissances maintenant, alors gardons-le et propageons-le. Construisons des beaux bagages à outils pour tout le monde. Bon, si parfois certains de nos téléspectateurs avaient de l'intérêt pour ce livre, 1-2 go, du rêve à la réalité, il en reste quelques exemplaires. Comment on fait pour se les procurer? J'ai sur mon site de mon entreprise La Boîte à souvenirs, donc www.boîteasouvenir avec un s.ca, il y a une section boutique. Et il est dans la section de la boutique avec un formulaire. Puis vous allez me contacter directement. Ça va me faire plaisir là, de vous le partager. Bien, Josiane Desroches, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une réimpression de ce livre. J'ai l'impression que la préparation mentale, c'est un sujet qui va encore attirer l'attention des gens dans l'avenir. Bien, j'espère, je le souhaite. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Le rendez-vous est donné pour le mardi 22, mercredi 23 mars au Centre des aînés Joannette Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la collecte de sang de la nouvelle mairesse André Bouchard. Évidemment, avec la pandémie, Emma Québec a émis des règles. Tout ça se fait maintenant sur rendez-vous. Vous devez absolument remplir le formulaire en ligne sur le site d'Emma Québec. À demain. Bye-bye.